Bonjour et bienvenue ce matin dans notre émission Sagesse bouddhiste. L'une des particularités du bouddhisme zen est l'art d'utiliser des ichi-gyomono. Il s'agit de petites phrases que l'on peut traduire par aphorismes, en général très courtes, porteuses de significations multiples. Ces phrases ont la caractéristique d'être calligraphiées, ce qui ajoute à leur polysémie. La signification du texte fusionne avec le tracé des idéogrammes. La compréhension se trouve du coup portée, prolongée par l'esthétique. Avec notre invité Pierre Crépon, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ces aphorismes. Nous verrons à quand remonte leur tradition, de quel texte d'origine ils s'inspirent et sous quelle forme et quels supports très variés ils apparaissent. Pierre Crépon, bonjour. Bonjour. Vous enseignez le dharma de l'école Zen Soto et vous êtes responsable du temple Zen Kokaiji à Vannes, en Bretagne. Vous avez été le disciple de maître Deshimaru et avez reçu la transmission au Japon de votre maître Shinzan Egawa Zenji. Et puis, vous êtes aussi auteur et éditeur depuis plus d'une vingtaine d'années. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci. Alors, est-ce que c'est particulièrement zen, l'art de l'aphorisme ? Alors, c'est à la fois particulièrement zen, c'est-à-dire que c'est commun à toutes les écoles zen et c'est un des points forts de l'enseignement, d'expression du zen, mais c'est également commun à la civilisation chinoise et japonaise et coréenne, c'est-à-dire toutes les civilisations où il y a des idéogrammes. C'est-à-dire le fait d'utiliser des phrases qui sont utilisées aussi en Occident. On utilise des phrases bibliques ou des choses comme ça, mais dans les pays de culture idéographique, se marie le fait du sens et de la calligraphie. Et donc c'est une coutume à la fois zen et à la fois extrême orientale. Qu'on trouve donc aussi en Chine, en Corée. On trouve en Chine, en Corée et au Japon. Et d'ailleurs, j'ajoute que le zen et la civilisation extrême orientale sont extrêmement imbriqués l'une dans l'autre. Alors, quelle est la fonction, justement, de ces calligraphies qui portent une devise ? C'est une expression. Hein, c'est une expression, l'être humain s'exprime, les religions s'expriment, et l'enseignement du Bouddha peut s'exprimer de différentes façons, mais essentiellement par des mots. Alors, soit on en fait des grands sutras, soit on choisit quelques mots, et la langue chinoise ou japonaise ou coréenne, enfin surtout l'utilisation des caractères, fait qu'on peut, en un seul caractère, on peut exprimer plusieurs idées. Donc c'est une expression de l'enseignement bouddhique qui marie à la fois le sens, mais aussi l'esthétisme, la façon dont on calligraphie. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'aspect esthétique et l'aspect signifiant de ces phrases. C'est-à-dire que ça s'adresse aussi à ceux qui ne comprennent pas les idéogrammes japonais, par exemple. Alors, il faut la traduction. Dans ces cas-là, il faut la traduction. C'est-à-dire que d'être sensible à la calligraphie, une fois qu'on connaît un peu, même si on ne connaît pas, c'est comme toute forme artistique, il y a une sensibilité directe. Pour connaître le sens, il faut évidemment la traduction. Ensuite, c'est sûr que quand ces traductions renvoient à tout un arrière-plan culturel qu'en Occident, on connaît moins. Donc, plus on étudie, plus on apprécie. Voilà. Voilà, ce n'est pas que esthétique pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi un contenu, bien sûr. Ah oui, c'est d'abord un contenu. C'est d'abord un contenu. Enfin, les deux sont inséparables. Alors, justement, on les voit un petit peu partout. Il y a plusieurs supports. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où apparaissent ces calligraphies ? Les supports de base sont donc de la calligraphie, sur la calligraphie sur papier, sur ces grands rouleaux de calligraphie. Les gens qui s'intéressent à l'Extrême-Orient connaissent bien ces grands rouleaux, qu'on trouve inscrits souvent dans les tokonomas, c'est-à-dire dans les alcôves, qu'on peut trouver dans les maisons traditionnelles, dans les temples, dans les pavillons de thé, avec une formule inscrite sur la calligraphie. Mais ça peut être aussi sur des supports papier plus petits, on en montrera tout à l'heure, mais ça peut être sur du bois, ça peut être sur du tissu, sur des objets manufacturés, sur des pierres. J'ajoute que c'est une tradition donc très présente au Japon, c'est celle que je vais présenter, mais qui est originaire de Chine. Et quand on les voit, par exemple, devant un temple ou dans les tokonomas, les pavillons de thé, ce sont des aphorismes qui restent ou qui changent en fonction... Alors, dans un pavillon de thé, vous avez l'image du pavillon de thé, cette petite pièce de quelques tatamis avec une alcôve et le maître de thé qui reçoit son invité. Et donc, cette atmosphère très particulière
d'être très près, donc une communion entre les deux personnages, le thé avec tout son rituel, et la calligraphie que le maître de thé a mis en fonction de la saison, en fonction de son invité, et tous les deux savourent le thé en regardant la calligraphie et en silence, et toutes les implications qu'a cette calligraphie, parce que les sens sont toujours multiples, et son sens intrinsèque et son sens dans le moment. Donc voilà, c'est un art de vivre aussi. Alors on va s'intéresser de près à ce que disent aussi ces quelques exemples que vous nous avez apportés, parce que en fait les calligraphies, les aphorismes qui sont exprimés sont parfois issus de textes de sutras. Oui. Dans le cas du bouddhisme, ce sont soit des phrases, des extraits de sutras, soit des koans, vous savez, c'est la fameuse phrase énigmatique de la tradition zen chinoise. Dans le cas du zen japonais, on utilise beaucoup d'extraits de textes de maître Dogen. Ça peut être aussi des phrases qui appartiennent au maître qui les a créées. Enfin, chacun peut créer sa phrase, si vous voulez. Et il y a aussi des caractères. Un seul caractère peut avoir une signification. Enfin, a une signification de toute façon. Mais on utilise parfois juste un seul caractère. Alors, vous allez nous donner un exemple. Par exemple, ce tissu. Oui, alors par exemple, ce tissu, alors, il est intéressant à plusieurs titres. C'est une phrase extraite d'un texte de Dogen. Donc là, c'est les quatre pratiques du Dharma, du Bodhisattva. Donc ça, c'est Fusé, c'est le don. Ça, c'est Aigo, la parole aimable ou aimante. Rigyo, la pratique altruiste. Et le dernier, c'est la coopération ou l'accord. Alors, ce qui est intéressant, il y a un raccourci de beaucoup de choses dedans. Ce sont des phrases utilisées par Dogen, enfin des expressions utilisées dans un texte de Dogen, connues comme telles, mais Dogen les reprend à la tradition indienne. À l'origine, ce sont des concepts indiens, repris par Dogen, calligraphiés, donc Dogen, maître japonais, calligraphiés par des kanji chinois. Et là, il y a les quatre, mais parfois, on peut avoir juste deux caractères, donc juste une calligraphie faite de deux caractères. Et par exemple, le dernier, l'accord ou la coopération, qui se lit doji, là, en japonais moderne, se lit onaji, veut dire pareil, identique. C'est-à-dire, c'est l'idée, à la fin, on est pareil, on est identique. Les êtres humains sont identiques. Donc, on coopère. Donc, il y a un accord. Vous voyez, donc, simplement deux caractères, il y a toute... de quoi méditer. De quoi méditer, absolument. Donc, voilà, donc c'est intéressant parce qu'on se retrouve l'Inde, Dogen, 4 phrases qui peuvent devenir 4 calligraphies. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple. Oui. Vous avez apporté une tasse aussi. Oui, pour montrer que ça peut être sur des objets manufacturés, des tasses, des assiettes. Là, c'est une tasse à thé, enfin, ou à café d'ailleurs. Et dessus, il y a marqué Sojo, ça signifie transmission. C'est une tasse qui a été confectionnée à l'occasion d'une cérémonie particulière dans un temple qui insistait sur l'aspect de la transmission. C'est-à-dire que, voilà, il y a un événement, on prend une phrase, la phrase, on la met sur un objet, c'est tout ça tourne. Là, cette pièce de tissu, le caractère veut dire rêve, yume. Oui. Alors, il y a beaucoup de tissus de ce type-là qui sont... Si vous voyagez au Japon, vous êtes dans les temples, on vous donne toujours des tissus de ce type vous pouvez mettre un pot en sang dessus ou des choses comme ça. D'accord. Et puis cette petite poche, que contient-elle alors? Alors là, c'est un rakusu. Si vous avez des invités réguliers qui représentent les Zen Soto, vous avez vu qu'ils ont toujours une pièce de tissu comme ça qui symbolise le vêtement du Bouddha. Normalement, c'est une grande pièce de tissu pour la méditation, mais là, c'est pour la vie civile, disons. Et alors là, à l'arrière, ils sont aussi calligraphiés. Donc là, c'est un rakusu ancien, puisqu'il a été remis par Maître Deshimaru il y a près de 40 ans. Et c'est une calligraphie de Maître Deshimaru. Le caractère veut dire mou. Mou, c'est à la fois rien, rien et tout. On pourrait dire, là, il n'y a rien à obtenir, hein, par exemple. Enfin, bon, sur chaque
caractère, on pourrait faire une émission entière. C'est un caractère qui est très utilisé. Par exemple, le cinéaste Ozu, qui est très connu, sur sa tombe à Kamakura, il a fait graver ce caractère. Et Ozu, c'est vraiment le symbole du Japon au niveau cinéaste. Je crois que vous avez apporté aussi une phrase de votre maître. Oui, alors ça, c'est une phrase de mon maître Egawa Shinzan Zenji, qui est l'actuel Zenji de Sojiji. Et c'est une phrase qu'il aime calligraphier, il calligraphie partout, qui est « Je rencontre quelqu'un ». Ça, c'est moi, ça, c'est la rencontre, et ça, une personne. Je rencontre une personne. Alors, il y a aussi beaucoup de significations, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec le maître, c'est la rencontre avec des amis de bien, la rencontre importante. Hein. Si vous rencontrez des gens mauvais, vous risquez de devenir mauvais. Et il y a aussi le fait qu'on se construit par la rencontre avec l'autre. C'est un peu d'ailleurs avec l'ensemble donne une image du zen, c'est-à-dire c'est à la fois le rêve, le rien à obtenir, la rencontre, la coopération, tout ça, tout cet ensemble représente le zen. D'accord. Alors, très vite, avant de conclure, il y a aussi l'art de tracer des cercles, la tradition des Enso. Là aussi, c'est une calligraphie, mais qui est accompagnée d'une devise. Est-ce que vous pouvez nous en montrer une? Oui, alors le Enso, c'est le cercle, qui signifie à la fois la totalité, la vacuité, qui est en lui-même comme un caractère. Hein. Il peut être mis tout seul, mais il est souvent mis avec une devise, une devise, oui, un aphorisme. Là, c'est dans le ciel, sur la terre, je suis l'honneur du monde. C'est l'honneur du monde, c'est Bouddha. L'idée, c'est que dans le ciel et la terre, c'est les deux. Et l'honneur du monde fait la liaison avec les deux deviennent un. Et la calligraphie montre le un. Enfin, la totalité, plutôt. Oui. Voilà. Une autre aussi, je crois, qui parlait de la lune, d'attraper la lune. Oui, alors là, c'est un autre style de calligraphie avec ce même cercle. C'est l'histoire des singes qui veulent attraper la lune qui se reflète dans l'eau, comme quand on veut attraper l'éveil à l'extérieur de nous-mêmes. Et donc la calligraphie, vous voyez, un peu frémissante comme le reflet d'une lune dans l'eau. Et l'histoire du singe est racontée dans le poème en dessous. Voilà. Ce sont donc là aussi des exemples de calligraphie, enfin d'aphorismes calligraphiés que l'on peut trouver dans le bouddhisme zen. Qu'on trouve dans le voilà. Alors c'est pareil, il y a une origine indienne. Hein, l'idée du cercle vient de l'Inde. Des calligraphies comme ça, il y en a eu au Japon, en Chine, même si on n'a plus tellement d'exemples. On a plus les calligraphies ont disparu, mais on sait qu'elles ont existé là-bas. Et c'est largement répandu au Japon. Merci beaucoup, Pierre Crépon, d'avoir répondu à nos questions et puis d'être venu avec tous ces exemples. Pour prolonger cette émission, voici quelques suggestions de lecture. Et pour commencer, Enso, les cercles d'éveil dans l'art zen, d'Audrey Yoshiko Seo, aux éditions Sully. Cet ouvrage, dont nous vous avons montré quelques pages durant l'émission, rassemble et commente 56 calligraphies de ces cercles zen existant au Japon depuis le XVIIe siècle. Les grands textes du bouddhisme, de notre invité Pierre Crépon chez Albin Michel. Et puis L'esprit du geste de Robert Faure aux éditions du Chêne. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.